peut-être passer d'abord la parole à Anne. Si Anne, tu veux bien dire quelques mots te concernant. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour cette invitation. Donc, je suis Anne Ginet. Donc, je travaille ici au CNAM, au laboratoire de LISE. Donc, je suis sociologue du travail, des organisations et de l'entreprise. Je suis en fait chercheur au LISE, chargée de recherche. J'effectue un certain nombre de recherches. Et de par ma fonction actuelle, donc aussi je cumule en fin de compte plusieurs rôles aussi au sein du laboratoire, qui peuvent être aussi des rôles de coordination d'activités collectives, d'animation de réseaux de recherche internationaux. Je suis amenée évidemment à faire des recherches à la fois théoriques et à la fois de terrain, avec toujours une proximité justement très forte avec les organisations et les acteurs de ces organisations. Et je suis par ailleurs aussi amenée à enseigner, à intervenir dans des séminaires. Par ailleurs aussi, j'ai des activités de coordination, de publication collective, que ce soit dans des ouvrages ou dans des revues, sur des thématiques donc essentiellement du travail, mais aussi qui touchent évidemment la question des organisations, la question de l'entreprise. Et d'une manière générale, ma posture, c'est vraiment de développer des partenariats, des collaborations, des échanges. Et je me rends compte aussi en vous écoutant que finalement j'ai toujours cherché à développer cette interface finalement entre nos mondes de chercheurs et finalement tout ce monde qui est le vrai travail entre guillemets des acteurs, d'entreprises, d'organisations. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et voilà. Merci beaucoup, Anne. Je vais passer la parole à Laurent Aupier. Est-ce que vous voulez dire quelques mots, Laurent? Oui. Alors moi, je me définirais comme un artisan de l'accompagnement, avec une double identité de coach et de sociologue, peut-être plus précisément encore de psychosociologue. Alors j'ai un petit parcours quand même dans le coaching, parce que j'ai été amené à développer la délégation régionale Occitanie par exemple, et j'ai animé pendant 3 ans la commission éthique et déontologie de l'EMCC France, et j'ai développé évidemment une série d'activités d'intervention et d'accompagnement auprès d'organisations. Et du côté sociologique, j'ai une filiation qui est peut-être un peu à différencier de la sociologie de l'entreprise au sens où vous l'entendez, mais qui apparaît par certains aspects comme une forme de proto-histoire du coaching, puisqu'il s'agit de la psychosociologie et, on va dire de façon plus large, de la sociologie qualitative, qui présente pour moi un intérêt important parce que dès les années 70, 50, même 60 en France, on avait une attention dans ces courants à la manière dont les individus et les groupes faisaient avec les normes avec lesquelles ils avaient affaire. Voilà, donc je suis ravi, je vous remercie pour votre invitation. Je partagerai à ma manière sur cette expérience qui est la mienne. Exactement, c'est exactement l'idée. Merci Laurent. J'aime beaucoup l'expression artisan de l'accompagnement. C'est très joli, très bien vu, je trouve. Je vais passer la parole à Charles. Est-ce que tu veux dire quelques mots de ça? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. C'est vraiment très émouvant d'être parmi vous. Alors, pour ma part, je suis sociologue intervenant, praticien. Je suis en libéral depuis maintenant une 12aine d'années. À l'issue de ma thèse de doctorat que j'ai faite ici au CNAM, fin 2010, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai été consultant dans un grand cabinet d'origine française, mais international, je pense qu'on peut le citer, il n'y a pas de secret, c'est Capgemini Consulting. Donc j'ai connu ce que j'appelle le consulting, vraiment le conseil un peu en management à l'américaine. Après avoir fait des études de sociaux, j'y ai appris plein de choses, mais j'ai eu ensuite envie de revenir à une pratique mi-chemin entre les impératifs de l'entreprise et la sociologie de l'entreprise et des organisations. Donc voilà, je témoignerai un petit peu dans ce sens-là.
Aujourd'hui, on va dire que mon temps se répartit à 70% sur des missions, aussi bien dans l'entreprise privée que dans des administrations publiques, mais aussi pour le monde syndical, dont on a parlé un petit peu avant. 20% d'enseignement et puis 10% on va dire de recherche. Et je détaillerai ça. Merci beaucoup, Charles, pour cette introduction à ton parcours aussi. Et je vais passer la parole à Pierre Egouf. Pierre, est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots te concernant? Oui, bonjour, je suis Pierre Egouf, donc je suis chef d'entreprise depuis maintenant 17 ans et je dirige un cabinet de conseil, Théo Conseil, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur programme immobilier et changement de méthode de travail qui en induisent, qui en sont déduites, et notamment à travers la flexibilité dont nous voulons entendre une définition que je qualifierais de très caricaturale. Mais nous y reviendrons. Ce sera justement l'occasion d'avoir un point de vue peut-être différent. Je pense aussi qu'il y a peut-être certains points sur lesquels on peut se retrouver aussi par rapport à ce qui a pu être dit. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Peut-être repasser la parole à Anne, du coup. Anne, comment s'est passée ta rencontre peut-être avec la sociologie? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire? Alors, je vais essayer d'être brève, mais quand même. En fait, j'ai fait un bac scientifique et ensuite je me suis formée à la psychologie à l'université de Lille. Et au cours de mes études, j'ai été amenée à travailler pour aussi financer une partie de mes études. Et j'ai travaillé dans des entreprises ou différentes organisations où les conditions de travail n'étaient pas forcément faciles. Donc en fait, j'ai été confrontée assez tôt finalement au monde du travail et aux relations de travail qui pouvaient être aussi compliquées, les conditions de travail pas faciles, etc. Et du coup, je me disais, mais ça vaut vraiment la peine, c'est super important d'analyser qu'est-ce qui se passe au moment du travail, comment analyser tout ça, comment comprendre tel comportement, telle attitude, tel conflit, telle organisation. Voilà, donc c'est à partir de là, en fait, que la question du travail, de l'organisation, des relations de travail, des rapports hiérarchiques aussi, auxquels j'étais confrontée, m'est apparue. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler pendant mes études à l'étranger aux États-Unis, où je faisais des petits boulots et en fin de compte, j'ai aussi travaillé avec des personnes de nationalités variées, des gens qui venaient d'Europe, mais aussi des États-Unis, d'Amérique du Sud. Et là aussi, les questions de relations de travail, voire de conflits aussi parfois, entre cultures, de hiérarchie sociale liée à l'origine aussi des personnes, a été pour moi vraiment un élément marquant. Et là aussi, je me suis dit, mais effectivement, il faut comprendre un petit peu toute cette hiérarchie sociale, cette hiérarchie culturelle aussi, comment l'expliquer, comment la comprendre, comment l'analyser dans des entreprises qui étaient parfois des grandes entreprises ou des entreprises beaucoup plus petites. Et du coup, c'est à partir de ça, effectivement, que cette expérience de travail m'a amené vraiment à m'interroger sur ces relations finalement. Donc, j'ai quitté la psychologie pour m'orienter en sociologie concernant le travail. Et puis il y a eu des lectures aussi qui ont été marquantes. Je pense, une des premières lectures marquantes, parce qu'il y en a eu d'autres, et certaines ont été citées tout à l'heure, mais je pense que ça a été l'identité au travail de Saint-Sauveur, précisément pour comprendre ce que nous fait vivre le travail et comment il nous construit finalement. Qu'est-ce qui nous construit, comment il nous forme et comment, en tant qu'individu ou dans un collectif, on peut agir ou pas, est-ce qu'on subit, est-ce qu'on est acteur, et comment on peut être contraint effectivement par les organisations, par l'entreprise. Donc il y a eu cette lecture de Saint-Sauveur, mais après j'ai poursuivi mes études en sociologie du travail et en GRH. Après l'université Paris 5, je suis allée ici au CNAM. Donc j'avais eu des cours aussi, alors il y a aussi l'image des enseignants aussi qui est importante. J'avais eu par exemple Michel Pialou qui avait beaucoup travaillé sur le monde ouvrier, puisque moi j'ai été confrontée aussi à des tas de conditions de travail dans ce contexte-là, des ouvriers, des employés.
Et puis il y a eu des enseignants comme Jean-Daniel Rinaud, comme Norbert Alter, Françoise Piotet également. Et d'autres ouvrages, évidemment, qui ont été marquants, c'est celui de Jean-Daniel Reynaud, justement, sur la régulation. Et puis les régulations, et puis également Saint-Saulieu, tous les autres ouvrages qu'il a publiés aussi avec d'autres collègues plus récemment. Rosier Friedberg, évidemment, Dubar, et puis Alter. Et également, je me suis aussi inspirée beaucoup des travaux, dans ma formation en tout cas, d'anthropologue, puisqu'il y a eu une formation aussi en anthropologie interculturelle. La dimension internationale est importante pour moi. Et l'anthropologie, justement, est très intéressante, et je me rends compte du lien finalement que je peux avoir avec ça. L'anthropologie, c'est aussi la rencontre de l'autre différent. Et je trouve que cette notion de différence culturelle est intéressante aussi dans mes pratiques, finalement, aussi de chercheurs qui est très proche finalement des organisations et des entreprises et de ces acteurs, puisqu'il y a aussi cette notion de proximité à travailler, en tout cas, et de construire avec des autres qui sont différents et qui nécessitent une fonction d'interface, voire de traduction. Merci beaucoup, Anne, à nouveau des références qui résonnent beaucoup aussi avec les choses qui ont pu se dire sur ces 3 journées, bien entendu. Aussi Renaud Saint-Saulieu, un lien particulier à la fois avec la société de l'entreprise et avec la PSE, du coup, aussi énormément. Du coup, Laurent, est-ce que toi, tu pourrais peut-être nous dire quelques mots aussi sur ton cheminement avec la sociologie de l'entreprise, peut-être? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? À quel moment on se dit c'est un truc pour moi, c'est un truc qui m'intéresse? Chemin sans compte. Moi, je suis un peu obligé de partir de, je dirais, mon histoire personnelle, sans rentrer forcément dans des détails trop intimes, mais simplement, je pense que j'ai toujours eu une appétence fondamentale pour les questions autour de quelle est ma place dans un système, et puis une vraie curiosité pour les individus, les groupes avec lesquels je pouvais être en interaction. Et puis quand je me suis professionnalisé, j'ai été sur des métiers au début qui avaient à voir avec l'éducation populaire et les interventions sur les quartiers. Donc tout ça a fait sens, et puis devant la complexité de ce que je pouvais voir ou traverser, il y a eu l'entrée à l'université. Et je crois que la première UV d'analyse institutionnelle et de sociologie, ça a été un déclic qui m'a emmené jusqu'à la thèse, puis en fait, ensuite, j'ai soutenu une thèse qui est profondément marquée quand même par la sociologie. Donc je crois qu'au départ, le déclic de cette affaire, c'est un intérêt fondamental pour l'autre, moi, la rencontre et les dynamiques qui peuvent se développer à partir de là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous faisons ensemble de la complexité à laquelle nous pouvons être confrontés. Voilà de façon très synthétique la manière dont j'articule ces éléments. Le coaching venant là-dedans comme peut-être une déclinaison opératoire en termes de compétences professionnelles, de capacité à intervenir dans des organisations. Voilà, et étayé évidemment par cette culture sociologique ou psychosociologique. Merci Laurent, on aura l'occasion justement d'explorer avec toi un petit peu comment justement tu mobilises et articules justement ces différentes approches, différents équipements dont on parlait tout à l'heure. Charles, est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots concernant ta rencontre avec la sociologie, ou qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à quel moment on se dit finalement c'est un truc pour moi, ce truc-là? Oui, donc moi je vais essayer de répondre à cette question en rebondissant sur un thème qui a été évoqué juste avant, la question de l'activité, la rencontre avec l'activité. On disait lors de la première table ronde, beaucoup de gens souffrent d'un manque d'accès, d'espace, d'échange sur l'activité. Je crois que c'est Laurent Intertrait qui évoquait cela. Et Blaise parlait également des ressources humaines.
Et j'ai une pensée aussi pour les étudiants du Master CAC qui sont dans la pièce, étudiantes et étudiants du Master CAC, puisque j'ai fait moi aussi le master qui s'appelait l'ESS 228 à l'époque. Et avant de m'orienter vers ce Master 2, j'ai été en Master 1 formé aux ressources humaines, et j'ai fait un stage en entreprise, dans une entreprise sidérurgique dans l'est de la France, hein, donc vraiment ce qui restait du bastion ouvrier lorrain et français. Et j'ai été en stage de RH, et j'étais dans un bureau RH, et on m'avait posé une question RH sur quels sont les leviers de motivation des jeunes salariés. On a du mal à les recruter, on a du mal à les motiver, comment ça se fait? Et donc je menais des entretiens dans les bureaux du service ressources humaines au cours de ce stage, et les entretiens étaient assez convenus. Et tout d'un coup, il y a un jeune ouvrier qui m'a dit « Mais toi, jeune parisien, connais-tu la réalité de notre travail ?» Et là, j'étais un peu penaud. J'ai dû avouer que je ne connaissais pas la réalité de leur travail. Alors certes, j'avais visité l'usine, j'avais fait une visite d'usine comme le font certainement les notables internationaux, par exemple, qui viennent visiter l'usine. Vous avez le directeur qualité qui vous fait visiter l'usine en restant bien sur le petit chemin jaune qui serpente dans l'usine. Et là, vous dites « Oh, des gros trucs d'acier, oh, dis donc, des grosses machines, oh là là, des ponts roulants, 48 tonnes, tout ça, oh là là !» Et c'est à peu près tout ce que vous voyez, quoi. Vous voyez des opérateurs au loin, mais guère plus. Et donc là, ce jeune ouvrier m'a dit « Mais connais-tu la réalité de notre travail ?» J'ai été obligé de dire que non. Il m'a dit « Eh bien, je t'emmène. » Et il m'a quasiment kidnappé de mon bureau confortable. On a pris son véhicule, parce que l'usine fait des dizaines d'hectares, c'est immense. Et il m'a amené presque en cachette voir la réalité du travail, le travail réel des ouvriers. Et là, j'ai vu que c'était pas tout rose, que vous pouvez vous imaginer. Donc j'ai observé pendant quelques heures des ouvriers qui manipulaient de lourdes pièces de métal avec des bains d'acide, etc. Alors le palan qui était supposé manipuler les pièces ne fonctionnait pas, donc il se cassait le dos à manipuler les pièces à la main. Le système de ventilation qui devait aspirer l'acide fonctionnait un jour sur deux, donc ils avaient des vapeurs toxiques. Et voilà, donc ça a été ma rencontre avec le travail réel. Et ce jour-là, je me suis dit, voilà, je vais essayer d'aller au maximum, au plus près de la réalité, donc quitter un petit peu les ressources humaines de bureau pur et m'approcher de la sociologie du travail. Voilà, une petite anecdote sur la rencontre avec la sociologie. C'est très, très intéressant. En tout cas, on t'accompagne, en tout cas, on s'imagine dans la situation. Je vois très bien la marque jaune par terre qu'on suit dans l'usine. C'est très, très marquant. Merci beaucoup, Charles. Et du coup, je proposais à Pierre, qui justement, tu nous expliquais tout à l'heure que tu es chef d'entreprise. Comment on rencontre la sociologie? Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que ça t'a fait peut-être? Moi, j'ai eu un parcours à l'inverse, parce que effectivement, j'ai démarré dans le monde industriel. 30 ans, j'ai arrivé effectivement à l'usine, et je suis venu à la sociologie bien plus tard, parce que effectivement, je me suis retrouvé chef d'entreprise, de mon entreprise, qui était effectivement en croissance et avec plusieurs établissements. Et effectivement, au fur et à mesure, on mettait des établissements, il fallait recruter des responsables d'établissements. Et en fait, j'étais confronté en fait, à des situations que je n'appréciais pas, qui était effectivement la posture en fait, du chef d'établissement, du responsable d'établissement satellite, en fait, vis-à-vis de ses équipes. Et avec une posture très descendante, etc. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui cloche, de vouloir contraindre un petit peu des individus comme ça. Et donc, c'était une réflexion qui était en cours. En fait, moi, je pense que mon premier ouvrage qui était déclencheur pas du tout de droit sociologique, c'est probablement l'éthique de Spinoza, dans lequel j'ai toujours été effectivement très marqué par cette idée du déterminisme radical, avec effectivement ce concept de conatus, qui tend à ce que chacun persévère dans son être. Et effectivement, quand j'ai rencontré ensuite de la littérature sur les notamment je pense à l'ouvrage de Darmon sur effectivement l'identité, je crois. Et d'ailleurs, elle conclut son ouvrage en disant en fait on est beaucoup moins libre que ce qu'on en croit, vous devez le savoir.
que nous ne sommes pas libres. Et effectivement, j'ai fait un parallèle avec cette vision philosophique de Spinoza, c'est la vision, en fin de compte, et nous sommes tous enfermés, effectivement, dans une forme de trajectoire, et il y a un parallèle entre probablement la sociologie, la philosophie, entre l'individu, le produit d'une histoire dont il cherche à être sujet de Baudelaire avec qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce qu'on a fait de moi de Sartre, le conatus de Spinoza, le déterminisme social, et effectivement à partir de là je me suis dit il y a sûrement des choses un peu à aller comprendre côté sociologie, et donc je me suis intéressé, puis ensuite j'ai fait cette formation dont tu parlais, à Sciences Po, l'ancien DESS par Saint-Soulieu, qui a été effectivement qui était dirigé par Florence Dosti, qui était une formation assez formidable, hein, je pense qu'on s'accordait tous pour dire qu'il y avait un avant et un après dans notre façon un petit peu de voir le monde, que le monde social. Je profite pour dire d'ailleurs que c'est quand même un vrai désastre de voir qu'un tel patrimoine pédagogique aujourd'hui n'existe plus. Je ne comprends pas effectivement qu'il n'y ait pas des universités qui ne se disent pas de vouloir remettre à l'ordre du jour ce type de programme avec des compétences comme il y avait effectivement au niveau de Florence aussi et de son équipe. Donc voilà comment je suis venu à la sociologie, en fait pour mieux piloter mon entreprise, mieux comprendre ce qui se passait, et effectivement j'ai rencontré tout un tas d'ouvrages dans lesquels j'ai lu des espèces d'illumination. Après ça peut être des ouvrages comme de Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, dans lesquels effectivement, lorsque j'ai lu qu'à un moment donné décentraliser le pouvoir c'était le concentrer à niveau du dessous, effectivement ça m'a beaucoup parlé. Bien sûr l'acteur et le système, auquel ça répond à cette formidable question de dire, on entend tous les jours dans mon entreprise, mais pourquoi les gens sont-ils aussi résistants au changement? C'est quand même pas possible, effectivement, quand on dit dans ce bouquin que la résistance est un acte d'intelligence et non pas de sottise, il faut juste comprendre pourquoi. Bon, bah, effectivement, ça nous interpelle beaucoup et ça nous sort d'une posture managériale que je ne pouvais plus supporter, c'est-à-dire tous les livres de management qui visaient en fait à essayer de donner à savoir à des managers pour qu'ils puissent influencer sur le comportement de leurs collaborateurs à travers, en fait, je me dis, mais en fait, c'est probablement une forme d'ineptie. Pourquoi on n'explique pas directement aux gens ce qui se passe en termes de mécanismes sociaux, en termes de ressources de pouvoir, en termes effectivement de volonté légitime à la construction identitaire. Et en fait, ça m'est apparu effectivement être un bon moyen, en tout cas, de pouvoir communiquer et piloter avec les acteurs de l'entreprise en leur expliquant effectivement tout ça. Donc on a à l'époque fait des ateliers à tout niveau de l'entreprise, donc au niveau de l'usine, pour parler de ces sujets-là. Et effectivement, je pense que les ressources de pouvoir, elles existent, de par effectivement ce que sont les uns et les autres et la position qu'ils ont dans l'entreprise. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est que les ressources de pouvoir se mobilisent lorsque l'individu éprouve le besoin de les mobiliser. Voilà. Donc, si effectivement il évolue dans un milieu dans lequel il est en sécurité, en confiance, il ne le mobilisera pas, et je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur ces sujets. Merci beaucoup Pierre, je crois que ça a parlé à un certain nombre de personnes, on aimerait mieux entendre plus souvent ce genre de discours aussi. Peut-être nous expliquer un petit peu comment on mobilise, dans ton cas, justement peut-être la sociologie, dans la manière dont tu aurais envie d'en parler, sur la manière dont ça se mobilise dans la pratique professionnelle. Oui, merci. Alors, je vais faire quand même un petit retour par un petit fil, en fait, aussi en termes de trajectoire, parce que ça me permettra de faire le lien, de faire un petit fil directeur, justement, avec cette idée d'interface et de connexion, justement, entre le monde de la recherche et le monde des acteurs autres, professionnels et praticiens. En fait, j'avais commencé une thèse, j'avais fait une thèse en convention CIFRE. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait sans doute ce que ça veut dire, donc convention individuelle de formation par la recherche, dans une grande entreprise publique. Et un premier souci, c'était justement de pouvoir répondre à des demandes concrètes et opérationnelles, finalement, de cette entreprise, tout en parallèlement concilier des activités de recherche avec des exigences, justement, de problématiques, de théorisation, de lecture, etc. Et du coup, voilà, donc cette question-là, c'est très tôt posée, cette question de comment concilier finalement des mondes qui ne sont pas naturellement en fait en relation, en travail,
mais comment tirer justement des fils qui permettent de faire du lien et qui permettent de travailler ensemble finalement. Et du coup, c'est effectivement à partir des questions travaillées, puisque à l'époque, dans cette entreprise, une entreprise publique de transport, l'idée était de travailler sur les transformations qu'elle connaissait, les transformations que connaissait cette entreprise publique, d'ordre technologique, organisationnel, de gouvernance, et aussi sur les transformations du travail de ses employés, en particulier des techniciens, des agents de maîtrise, justement, des cadres intermédiaires, et de travailler justement sur les rôles de l'encadrement de proximité qui justement avait un rôle un petit peu clé dans ces transformations d'organisation. Donc là aussi, la sociologie était forcément très utile puisque ça permettait d'analyser le travail, ça permettait de regarder aussi les transformations d'un groupe professionnel. Ça me fait penser qu'à l'époque, il y avait aussi des travaux sur les cadres, notamment par Gadea et Bouffarty, tout un groupe aussi de recherche sur l'encadrement. Donc là, c'était très intéressant aussi pour l'entreprise, à partir de là. Et voilà, et donc de mettre un petit peu en musique finalement toutes ces questions en essayant d'avoir un apport aussi utile pour l'organisation. Et au final, c'est en tirant sur des questions finalement plus concrètes ou plus opérationnelles que l'apport a été le plus intéressant. Je vous rappelle que j'étais en contrat aussi CIFRE, donc j'étais aussi contrainte et tenue, c'est une posture aussi un peu particulière. Et finalement, c'est par le travail autour des formations. Alors, c'était à la fois des études, c'est-à-dire de montrer en fait qu'est-ce que ça faisait vivre à certaines populations de toutes ces transformations organisationnelles, techniques, managériales, qu'est-ce que ça faisait vivre en termes d'identité, justement l'identité professionnelle, l'identité au travail, en quoi ça reconfigurait les relations de travail, par exemple, au sein d'une équipe, en quoi ça les obligeait à travailler différemment. Et donc, par le biais des questions de formation, finalement, comment former différemment, quelles compétences, en fait, leur faire développer pour en gros, c'était faire évoluer des personnes qui avaient une formation et une identité de métier très fortement technique vers des activités d'encadrement d'équipe, de management. Donc là, on voit bien effectivement que la sociologie est tout à fait riche, à partir du moment où elle parle de l'activité aussi, parce que ça aussi, il y a plusieurs fois le mot activité. C'est un élément effectivement très important, le travail de et comment on l'observe, comment on l'analyse à travers la parole, à travers l'observation justement du travail. Donc ça, c'était autant de méthodologie que je pouvais développer en fait dans le cadre de cette organisation. Voilà. Je vous parle de cette expérience-là qui date un petit peu, mais je trouve qu'elle est assez révélatrice des questions en fait en tant qu'apprenti-chercheur ou jeune chercheur, on peut se poser finalement comment utiliser ces outils, oui, ces concepts, ce sont des ressources effectivement théoriques, mais comment les transposer finalement, comment les traduire et comment faire rejoindre les préoccupations d'une organisation à nos propres préoccupations peut-être un peu plus théoriques ou d'analyse, etc. Donc comment les rendre plus opérationnels. Et voilà, je partais de cet exemple-là parce que par la suite, finalement, quand j'ai été recrutée au CNAM, j'ai toujours en fait essayé de développer des échanges et de monter des conventions, ce qu'on peut appeler des conventions de recherche finalement avec des entreprises ou avec des partenaires publics pour répondre alors soit à leur demande, donc dans ce cas-là c'était commanditaire finalement, soit, j'ai plusieurs exemples aussi, c'est aussi beaucoup d'entreprises publiques, de grandes entreprises, mais pas seulement. Soit moi-même, j'allais, en fonction de mes intérêts de recherche aussi, j'allais carrément les rencontrer. C'est-à-dire que je leur proposais de travailler sur tel ou tel sujet, sachant que ça pouvait tout à fait les intéresser, les sujets pouvant être assez larges finalement sur les transformations de l'entreprise, de l'organisationnel, technique, managériale, et les conséquences que ça pouvait avoir effectivement au niveau des identités de métier, au niveau des conditions de travail, au niveau des relations de travail. Donc ça c'est un autre élément intéressant aussi je trouve, qui touche la question effectivement aussi de l'intervention, mais la recherche n'était pas forcément pour leur
donc je négociais ça, bien sûr, pour leur proposer des solutions opérationnelles, mais pour leur proposer des grilles d'analyse, de compréhension. Et surtout, élément aussi que je vois à travers toutes ces recherches, c'est la construction, on en parlait hier avec Daniel, la construction finalement d'une relation dans l'organisation, que ce soit une entreprise ou une administration publique, avec un partenaire privilégié ou une partenaire privilégiée ou une équipe. Donc tout à l'heure on parlait d'équipement, on peut parler aussi d'équipe, on avait parlé hier d'équipage, et je pense que c'est vraiment ça, c'est bien l'idée aussi de coopération finalement entre quelqu'un qui est plus extérieur comme moi à cette organisation, mais qui en même temps connaît bien le milieu du travail, le milieu de l'entreprise, et avec cet acteur qui finalement, avec lequel on peut développer une relation de confiance, de proximité, qui est une figure finalement très importante aussi dans la recherche, qui est aussi porteur finalement du projet. Donc il y a aussi cette relation qui est intéressante à analyser forcément, et là aussi je trouve que les travaux en sociologie sont particulièrement intéressants aussi sur les questions de coopération. Et du coup, par ailleurs, cette démarche-là de recherche finalement partenariale, collaborative, on avait pu la développer aussi en organisant ici au CNAM un séminaire de recherche sur la recherche partenariale et collaborative, auquel des collègues du CNAM ont participé, comme Catherine, où justement l'idée était de décortiquer finalement cette façon de travailler avec les acteurs de l'organisation. Ça peut être j'allais dire le public, oui, les personnes finalement avec qui dont on analysait le travail par exemple, mais aussi avec certains acteurs privilégiés entre guillemets, avec lesquels on co-construisait finalement la recherche, voire même on coproduisait aussi un certain nombre de connaissances. Donc là aussi, c'est un travail un petit peu réflexif aussi sur la démarche elle-même. Et là encore, la sociologie des organisations et d'entreprises est particulièrement intéressante. Et donc, je n'ai pas pris la maquette, mais il y a un ouvrage en fait du coup, que j'ai co-dirigé qui s'appelle Les recherches partenariales et collaboratives, où là, vous avez justement des exemples de recherches qui ont été menées en proximité entre chercheurs et acteurs autres des mondes professionnels. Et on analyse, on donne des outils aussi d'analyse théorique, que ce soit l'analyse stratégique des organisations, la sociologie de la traduction, pour analyser également cette façon de faire de la recherche finalement. Alors peut-être aussi, parmi d'entre vous, vous êtes à la fois, vous faites des activités de recherche, mais vous faites appel aussi à des chercheurs extérieurs. Donc ça peut être aussi des éléments intéressants de grille d'analyse. Voilà. Et pour ça, d'ailleurs, j'avais beaucoup travaillé avec une collègue canadienne, Yann-Gabrielle Tremblay, ayant fait un séjour au Québec, juste pour vous dire que là-bas, ils étaient très avancés justement en termes de recherche avec la société civile, avec les acteurs professionnels. Et du coup, il y avait toute une dynamique finalement autour de ça, d'articulation entre recherche académique et recherche avec les acteurs. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu ça. Sinon, du coup, ça m'amène effectivement à parler du fait que c'est aussi, c'est aussi l'idée d'apprendre finalement à articuler ces deux mondes. Et là aussi, la sociologie est intéressante, évidemment, à partir des connaissances qu'on peut avoir, théoriques, conceptuelles, et aussi une connaissance de conduite de projet, ou une posture finalement aussi d'ouverture, d'écoute, d'échange, de création, de coopération. Donc ça sont aussi des éléments qu'on peut lire, apprendre et pratiquer. Finalement, lire et apprendre par la sociologie, aussi pratiquer dans nos expériences. Tout cela facilite bien évidemment cette rencontre entre les deux mondes. Et je pense aussi qu'il y a toute une ouverture évidemment à avoir face à la diversité des acteurs, à la diversité des situations. Et ça, j'allais dire, c'est aussi un acquis, je pense, des sociologues, cette ouverture, cette capacité aussi d'interroger,
d'être curieux. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans l'analyse et dans la construction justement avec le partenaire de cet objet de recherche. Alors après, j'aurais des exemples concrets effectivement. J'ai souvent été, alors soit je proposais moi-même, donc ça pouvait intéresser l'entreprise, donc j'essayais de tirer en fait les éléments qui pouvaient les intéresser. Alors c'est vrai que souvent j'ai eu une entrée dans les organisations par la fonction formation. Il y a aussi le service recherche et développement, quand il existe dans certaines grandes entreprises aussi, ou aussi par les syndicats. Donc j'aurai des exemples pour chacun, mais ce que j'aime bien tirer de tout ça, c'est cette idée aussi de partenaires privilégiés, d'alter ego, de relations de confiance, de l'intérêt à travailler ensemble. Voilà, c'est d'une ou plusieurs personnes, finalement c'est un acteur individuel ou collectif, hein, cet autre partenaire à travers une coopération. Voilà, donc après j'ai beaucoup mobilisé effectivement les identités professionnelles, l'identité au travail, la question des conflits aussi, hein, la conflictualité, tout ce qui concernait également les transformations d'entreprise, alors également aussi tout ce qui pouvait concerner alors, tout à l'heure vous parliez d'Insberg, c'est intéressant aussi de voir aussi la dimension des structures, aussi des éléments de coordination qui peuvent être développés, et notamment ayant beaucoup travaillé sur l'encadrement de proximité, c'est vrai que cette fonction était un peu pour certaines recherches au cœur aussi de questions de relations de travail, de questions des entreprises justement qui sont confrontées à des modifications des conditions de travail, qui sont confrontées à divers changements. Voilà, donc aussi travailler à partir de cette fonction-là, et donc là aussi la sociologie a des choses intéressantes sur la fonction d'encadrement. Donc tout cela facilitait et permettait effectivement de travailler autour de demandes de l'entreprise. Voilà, il y avait aussi, alors j'ai eu aussi, là effectivement la sociologie a proposé, et au final il n'avait pas complètement tort, parce que non pas on n'a pas eu un chiffre magique, mais on a quand même eu une taille d'équipe, effectivement, on s'est rendu compte en analysant leur travail, leur activité, l'organisation, qu'effectivement ça pouvait être à peu près cet effectif-là. Bon, c'est la recherche qui est plus complexe que ça, hein. C'est une petite anecdote qui vous parlait aussi de l'interface et de la nécessité effectivement de traduire. Donc je dirais, en fait, moi j'aurais envie de dire, c'est à la fois les connaissances théoriques de la sociologie, mais je pense quand on intervient dans les organisations, c'est aussi l'expérience qui est très importante, l'expérience du monde du travail qu'on a pu connaître auparavant ou qu'on connaît encore en tant que chercheur, parce qu'on est aussi des travailleurs ici au CNAM, voilà, des chercheurs de travail, des activités, avec aussi des choses à rendre, des choses à faire opérationnelles. Donc c'est l'expérience, et puis c'est aussi, je dirais, la posture ou l'attitude aussi que l'on a justement vis-à-vis des acteurs, et cette ouverture et cette capacité aussi de traduire et aussi de faire participer. Alors participer effectivement pendant l'enquête, mais aussi plus tard, alors on en avait aussi parlé hier, mais plus tard au niveau de la restitution, pour avoir effectivement là aussi des échanges et des possibilités aussi d'avoir un retour. C'est-à-dire qu'à travers en fait, cette restitution, c'est aussi une façon de faire bouger finalement, alors nous évidemment en tant que chercheurs, mais par les échanges, mais aussi des personnes qui ont reçu, qui ont travaillé aussi parfois de façon rapprochée en co-construction des résultats de cette recherche. Voilà. Après, je dirais finalement la théorie, les apports de connaissances, mais aussi l'expérience. Quand on est apprenti chercheur, c'est pas simple de faire de la recherche en entreprise quand on a 18-20 ans. C'est aussi l'expérience qui permet ça, et puis l'attitude, la posture, la façon de travailler avec. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage aussi du point de vue de la recherche. C'est vrai que
les chercheurs, les chercheuses sont aussi des professionnels, et ça, du coup, c'est important aussi de le rappeler, de le signaler. Du coup, je vais passer à nouveau la parole à Laurent. Tout à l'heure, tu parlais justement d'artisanat, de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu comment tu mobilises dans ta pratique justement ces apports des sciences sociales et de la sociologie? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quel est mon bricolage? Je vais peut-être prendre ça quand même au sérieux parce qu'il y a un petit enjeu dans nos échanges qui est dans ma présentation, puisque je me définis comme coach et sociologue. En règle générale, quand on parle aux sociologues des coachs, il y a des interrogations parfois vaguement méprisantes. En tout cas, qu'est-ce que font ces gens-là? Quand on parle des sociologues aux coachs, en général, ne nous en parlez pas, ce sont des gens qui nous donnent des vapeurs à la tête et on est obligé de courir vers notre boîte de Doliprane. Donc c'est des stéréotypes un peu grossiers, mais ça joue dans l'identification des métiers et des identités. Et je trouve que c'est vraiment tout à votre honneur de permettre ce type d'échange et de rencontre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et il y a des fils conducteurs et de liens très très intéressants entre les deux métiers. Alors, du coup, si je reviens à ma pratique, sur ces questions d'accompagnement, un des enjeux pour moi, en tout cas un des points de vigilance par rapport à la sociologie, c'est est-ce qu'elle ne vient pas, à l'égard des professionnels que j'accompagne, comme un discours top-down de vieux sachant qui vient expliquer le monde aux autres. Pour faire de façon très synthétique, c'est quand même un des enjeux quand vous rentrez dans ça, un monsieur sociologue, puis ça pose une forme de modalité d'échange particulière. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment un registre auquel... puis avec l'âge, on prend un peu d'expérience, mais on prend aussi de l'âge. Et du coup, le risque de passer pour un vieux sachant augmente. C'est vraiment important d'être vigilant à cette dimension. Et puis, l'autre biais ou point de vigilance, et là je rejoins tout à fait ce que vous évoquiez, madame, c'est la question de comment vous passez d'un corpus de connaissances acquises, qu'elles soient d'ailleurs d'ordre méthodologique ou de connaissances sur l'objet que vous accompagnez, comment vous passez de ce champ de connaissances, qui relève de la pensée, à l'action. Et effectivement, les contrats de coaching, quand une entreprise sollicite un accompagnement, elle est sur des objectifs court moyen terme, avec des effets de résultats recherchés qui sont contractualisés d'ailleurs, qui sont assez clairs. Donc la question c'est ce matériel-là qui peut être élaboré dans le cadre de recherche, etc., qui est une vraie mine d'or par ailleurs, et qui a toute sa pertinence, comment il peut être mobilisé en intelligence de situation dans l'action, qu'il fasse sens aussi dans l'action. Alors il faut dire que les pratiques de recherche-action dans leur origine étaient assez attentives à cela, puisque l'idée c'était quand même que ce qui pouvait être produit comme connaissance était réinjecté dans le groupe accompagné. Alors je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit parce qu'il y a des points évidemment de convergence très forts sur cette capacité à être dans l'alliance avec les personnes accompagnées. Mais il y a un lien très intéressant avec le coaching de ce point de vue, qu'on évoque rarement d'ailleurs, qui est qu'au fond, ce sont bien les personnes. S'il y a un expert dans la situation, c'est la personne accompagnée, ou c'est le groupe accompagné. Parce qu'au fond, c'est quand même. Si vous n'êtes pas sur ce repérage-là, il n'y a pas de coaching. Donc, l'expert de la situation, c'est la personne accompagnée. C'est vraiment un important point de vue, ces stratégies d'accompagnement que vous devez avoir. Côté coaching, si je m'autorise à être un peu critique à l'égard de cette identité-là, la grosse difficulté, même si ça se développe un petit peu aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est la question du passage de l'individuel au collectif. Comment vous aider à instituer des dynamiques collectives dans une organisation et comment vous passez d'un coaching, il y a des gens qui évoquent le coaching organisationnel, je ne sais pas très bien forcément ce que ça veut dire, mais en tout état de cause, il y a un enjeu sur comment vous articulez les dimensions individuelles et les dimensions collectives dans un processus d'accompagnement. Ça, c'est un point très très important. Et c'est vrai que si vous restez dans une identité de coach
très classique, très centré sur l'interaction individuelle, vous pouvez avoir quelques angles morts sur comment ce que je suis en train de travailler avec un tel ou un tel permet ou pas, d'ailleurs ça va voir si ça a sens avec la commande, mais permet ou pas le passage à la dynamique collective. Voilà, j'espère que je suis clair, mais c'est des points qui me semblent importants dans ma pratique sur ces deux influences qui nous nourrissent. Après, moi, très concrètement, j'entre, on n'invente pas les choses tous les matins, hein, j'interviens sur des modalités qui sont sur un petit modèle qui s'appelle ORF, par exemple, qui permet d'intervenir en intelligence de situation avec des moments de régulation, des moments de transmission de connaissances, puis des moments d'appui opérationnel. Et ça permet de laisser la place possible à la production et à l'insertion, si c'est pertinent, de matériel d'ordre sociologique. Voilà, alors si vous voulez, je peux témoigner j'ai en tête deux situations concrètes. L'une qui se déroule auprès de travailleurs sociaux d'un territoire, et l'autre assez atypique, l'autre dans une banque française que je n'aimerais pas, enfin, l'équipe de direction d'une filiale d'une banque française. Voilà. Bon, c'est ok ça va? Allez. Sur la première situation, le contexte était dans deux mots le suivant. On avait un paysage de fond un peu brumeux noir. Vous voyez, j'avais en face de moi des professionnels qui évoquaient la perte des moyens financiers et humains d'un côté, le caractère maltraitant de l'organisation à laquelle ils appartenaient, et puis en même temps l'augmentation à la fois quantitative et qualitative des situations qu'ils avaient à accompagner. Donc moins de moyens d'un côté, plus de ressources de l'autre, et au milieu une institution, une organisation causant dommage, perçue comme telle. Et donc ces professionnels, et ça c'est ce que eux disaient, mais ils le disaient de manière très, chacun intervenant un peu à sa manière, de façon parfois un peu désordonnée, et tout ça générait une espèce de climat ambiant assez morose. Évidemment, si vous rajoutez toutes les crises universelles qui accompagnent ce genre de sentiments, les gens sortaient du Covid, la guerre, la crise migratoire, le pouvoir d'achat, enfin tout ça finissait par, si vous accumulez les différentes strates, tout ça finissait par construire un climat dépressif avancé. Alors évidemment, si j'avais mobilisé une sociologie très top-down en disant, en affirmant comment une société reproduit ses inégalités, sa souffrance, les places assignées, etc., je participais à la construction de la dépression généralisée. L'idée pour moi, en qualité d'intervenant, c'était, et regarde ce qui m'était demandé par vous, c'était de quelle manière j'aide ces personnes qui légitimement étaient en difficulté, quel dispositif de travail je pouvais leur proposer pour qu'elles puissent se distancier suffisamment de cet environnement pour se recréer un espace dans lequel elles reprenaient prise sur leur réalité et sur leur quotidien. Même si ce n'était pas hyper confortable, c'était mieux que de rester dans une situation. Voilà. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, la sociologie, alors, du point de vue méthodologique, la sociologie, la recherche-action m'ont aidé à faire ce va-et-vient entre pensée et action. Et la méthode m'a aussi aidé parce que dans la dynamique de travail avec les interlocuteurs, il était assez important de pouvoir organiser ces éléments de contexte qui apparaissaient de façon enfouie, si vous voulez, de manière contribuant au brouillard général. Donc l'idée de pouvoir réorganiser ce qui était perçu comme ça de façon diffuse permettait, un peu banal de le dire, mais d'y voir plus clair. Et voilà, et donc ça, j'étais assez content de ce qui a été fait ce jour-là, parce que c'était une vraie respiration.
une vraie fluidité dans le système. Voilà. Alors, la seconde intervention, elle commence sur un coaching d'un cadre dirigeant qui était en charge de porter au sein de son organisation une politique RSE. RSE par les temps courts dans une banque, c'est valorisant, c'est sympa. On va lutter contre le climat, on va courir pour la bonne cause, on va être attentif, etc. Donc c'est plutôt des objectifs positifs. Et toute la question, en fait, dans la stratégie d'intervention, c'est là où je reviens sur cette idée de comment passer de l'individuel au collectif, c'est que la RSE, elle invite naturellement à croiser les regards et à développer de l'intelligence collective pour faire front elle impacte beaucoup en termes de changement, beaucoup sur l'organisation. Et donc, comme nous étions dans un univers assez classique, comme toutes, et très concurrentiel et très très individualiste. Ça, c'était ma perception. Des gens qui étaient vraiment en situation de compétition, de façon très, très forte, et du coup en difficulté pour passer sur des dynamiques collectives, et pour du coup s'approprier cet enjeu de la RSE et de travailler ensemble. Donc là, pareil, alors, c'est pas il faut être attentif parce que l'intervenant dans ce cas de figure, il intervient vraiment comme il propose. Hein. Il n'est pas question de plaquer un dispositif de travail. De toute façon, soit il n'est pas accepté et vous le faites et c'est pas fructueux, soit vous demande de partir. Donc c'est pas la question. Mais donc c'est proposé. Mais il a pu être proposé, et c'est quand même parce que j'avais des outils méthodologiques de type sociologique, des étapes pour passer à des dynamiques collectives. Alors la première, ça a été d'organiser au sein de la filiale avec tous les collaborateurs une journée autour de la fresque du climat. Donc, ils ont fait le matin, ils ont fait une fresque du climat, et à l'occasion de cette fresque, on les a vraiment fait bosser. Ils ont travaillé en petits groupes sur comment on intègre, on s'approprie des règles de fonctionnement de l'équipe. Donc dans la matinée, c'était à la fois climat et règles de fonctionnement de l'équipe, donc ça participait de la construction d'une culture collective. Et l'après-midi, ils ont mixé leur groupe et ils ont travaillé sur un plan d'action qu'ils ont proposé en fin de journée. L'idée, c'était vraiment qu'ils s'approprient cette dimension collective et qu'ils l'éprouvent. Oui, parce qu'en plus de l'individualisme, il y avait pour le coup, c'est le sociologue, parce que ça n'a pas été évoqué de façon explicite sur le terrain. Il y avait deux autres biais, deux autres lignes de clivage qui étaient massives dans l'organisation. C'était la question jeune-ancien. Mais vraiment avec des gens qui étaient sur des cultures très très différentes. Et puis la relation homme-femme. Là aussi, donc cette journée place du climat et plan d'action, elle les a vraiment aidés à travailler ensemble. Et c'était assez intéressant de voir parce qu'il y a sur certaines petites blagues tout à fait déplacées de type sexiste, il y a eu, du fait de cette dynamique de ce qu'il y avait à faire, etc., la possibilité de retour dessus. Les gens ont pu réguler, ont pu partager. Voilà, donc de ce point de vue, ça participait aussi d'une transformation culturelle, c'était chouette. Puis après, il a s'agi ce coaching individuel. Au-delà de cette journée, il a généré la construction d'une équipe dédiée à la RSE, qui a été accompagnée d'ailleurs. Et ce qu'il ne faisait jamais, des fois c'est banal, la mise en place d'une équipe de direction. C'est-à-dire que les gens se sont vus toutes les semaines, à trois, à faire le boulot. Voilà. Donc c'est ce qui est possible d'obtenir quand tout se passe bien. Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage et l'articulation justement entre les approches d'accompagnement individuel et d'accompagnement collectif. Je trouve que c'est très, très intéressant la manière dont tu l'expliques aussi.
et aussi ce regard entre du côté le sociologue, de l'autre le coach, et comment tu en fais quelque chose d'intéressant aussi pour toi. Merci, merci beaucoup. Passer la parole à Charles. Alors Charles, tu me disais tout à l'heure que tu es consultant, sociologue intervenant, sociologue consultant, je ne sais pas comment tu veux t'appeler. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu justement ce que tu as envie de nous dire de la pratique de consultant en étant sociologue? Oui, merci Greg. Je vois qu'il reste un petit quart d'heure. On va déborder un peu. Je vais essayer d'être concis. Moi, je suis très pragmatique. Étant en libéral, à mon compte, j'essaye donc de faire face à la diversité des demandes qui peuvent m'être adressées. J'ai parfois des demandes qui m'arrivent en direct par d'anciens collègues d'une grande entreprise publique dans laquelle j'ai fait ma thèse autrefois, où là les gens me connaissent déjà, savent que je suis sociologue, que j'ai un parcours gestion un peu classique, adophile, un petit peu esprit école de commerce, et en même temps un doctorat de sociologie du travail au CNAM, au LIS, donc connu pour son exigence académique. Je me tourne vers Anne, bien sûr, avec aussi, voilà, donc j'essaye de varier en fait le positionnement en fonction de l'interlocuteur. C'est pas tant pour ruser ou pour tromper, mais c'est plutôt pour essayer de mettre en avant les termes qui vont faire sens pour la personne en face. Tout à l'heure, une collègue disait oui, le mot sociologie peut effrayer. Je crois que c'était tout à l'heure Marina qui disait cela. La sociologie, ça peut effrayer. Et c'est vrai que ça peut effrayer. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec Pierre. Donc en fait, moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas sociologue, en général, je me présente plutôt comme consultant. Le mot-clé que j'utilise, c'est celui de conduite du changement. Quand je suis face à des managers classiques qui ne sont pas encore initiés à notre science semi-occulte de la sociologie. Non, je plaisante bien sûr. Pour nous, dans cet amphi, je pense qu'il est évident que les sciences sociales sont de vraies sciences et que la sociologie est une vraie science. Mais on peut tomber sur des personnes qui sont plutôt influencées par le management classique, avec énormément de processus. Vous connaissez tous ces gros mots en anglais, les benchmarks, tous ces KPIs, ces indicateurs de performance et tout ça. Quand la personne vous parle avec 75% de mots en anglais, mon petit conseil, ne parlez pas tout de suite de sociologie friedmanienne ou de Spinoza. Ça peut effrayer. Voilà, donc si vous êtes face à quelqu'un qui est très... moi j'utilise le mot consulting volontairement, cet anglicisme, pour distinguer peut-être des interventions plus sciences sociales comme les nôtres, sociologie ou psychosociologie. Quand j'ai des intervenants très branchés, les jeunes diraient aujourd'hui matrixés, cadrés dans la boîte managériale. Quand j'ai des gens comme ça, je fais plutôt référence à des termes comme la conduite du changement, la transformation, l'accompagnement, le conseil, etc. Et puis moi, je n'hésite pas à aller chercher dans mon CV ce qui va faire le plus sens pour la personne en face. Je vais plutôt parler de mon expérience chez Capgemini en premier. Et puis après, s'il y a une appétence, je vais dire que j'ai un doctorat de sociologie, ça va arriver dans un second temps. Voilà, donc moi j'ai cette approche un peu pragmatique qui consiste à varier un petit peu la manière dont je me nomme auprès des commanditaires, auprès des décideurs, comme on dit, auprès des personnes qui vont faire appel à un sociologue pour une mission, mais aussi sur le terrain. Quand j'ai travaillé dans l'industrie à risque, dans les usines, je me suis longtemps questionné, quand j'étais en M2, je me questionnais beaucoup, mon Dieu, comment vais-je me présenter aux ouvriers sur le terrain? Est-ce que je vais dire sociologue? Et assez vite, j'ai évacué le mot sociologue. Parce que dans cette centrale, le mot sociologue était assimilé au mot psychologue, et psychologue, ça voulait dire oulala, on t'envoie le sociologue, ça veut dire que t'es fou. On nous appelait les dingologues. Donc là je m'étais raccroché au vocable en vigueur dans cette industrie, c'était le terme de facteur humain.
Et encore, bon, ça allait tout juste. Parler d'humain dans un univers ultra technique, c'était presque déjà péché. Donc j'y allais avec beaucoup de prudence. Voilà, donc je ne vais pas être trop long. Je voulais juste nous poser une question. Je pense que dans la salle, on est tous convaincus par la puissance de la sociologie. Les collègues avant moi ont très très bien décrit la force de notre discipline, la sociologie de l'entreprise, du travail, des organisations, la psychosociologie, l'acteur et le système, les identités, la culture, la dimension systémique. On arrive à ouvrir des questionnements vraiment de fond. Et je pars du principe que dans cet amphi, on va tous être d'accord sur la puissance de notre discipline. Et je vais me permettre d'être taquin, je vais poser la question à l'envers. Pourquoi tant de décideurs font appel à de banales, des cabinets de consulting avec des approches un peu classiques finalement? Pourquoi ne font-ils pas plus appel à nous, les décideurs et les décideuses? Eh bien, voilà, malheureusement, la réponse, vous la connaissez peut-être déjà. Nous avons l'outrecuidance de soulever des problèmes, d'aller chercher la réalité, d'essayer de s'approcher de la vérité. Et bien souvent, dans les entreprises aujourd'hui, les gens n'ont pas trop envie d'entendre la vérité qui peut déranger. Alors, c'est pas simplement une politique de l'autruche, je crois que c'est beaucoup des questions de temporalité. Je pense que, moi, mon sentiment, c'est qu'à l'époque un peu bénie des années 60, on repense aux grandes études, Crozier, Friedberg, Friedman, Saint-Saulnier. Enfin, on a l'impression qu'à l'époque, les commanditaires avaient encore le temps d'entendre le sociologue. Et qu'aujourd'hui, nos managers, nos commanditaires sont pressés. Vous savez bien comme moi qu'on est sur du court terme. Il y a une financiarisation de l'économie. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, l'horizon de temps, c'était 1 an. 5 ans avant, c'était 3 ans. Puis aujourd'hui, c'est le trimestre. Vous savez que de nombreuses boîtes rendent des comptes à l'américaine, quarterly, tous les trimestres. Et donc, les décideurs, ça va très très vite. Aujourd'hui, quand vous restez 3 ans en poste, ça va. 4 ans, c'est louche. Donc, le décideur, les opérateurs en centrale à risque, ils les appellent les oiseaux migrateurs. Ils disent, nous, de toute façon, quand un nouveau chef a une idée farfelue, on reste tranquille, on fait tourner le réacteur, et puis on attend qu'il passe. De toute façon, ils viennent, ils pondent quelques œufs, puis ils s'en vont. Donc, la première année, ils prennent leur poste, pas trop de vagues. Deuxième année, ils lancent des trucs pour montrer qu'ils s'activent un peu. Puis la troisième année, ils cherchent déjà leur futur poste. Donc, on a des dyschronies totales, plus en plus fort entre le terrain, l'activité qui dure, et puis les décideurs, les managers, les planeurs. Ça a été cité. Marianne Mujari, j'utilise beaucoup le management désincarné dans mes cours, notamment. Voilà, donc on voit bien ce décalage de temporalité. Et nous, les sociologues, on essaye de faire un truc un peu bizarre, on essaye de réduire la dyschronie. On essaye de dire à ces oiseaux migrateurs, à ces planeurs, vous savez, il y a le temps long, vous savez, il y a l'activité, vous savez, il y a le travail réel, il y a la matière qui résiste, il y a la technique qui nous oppose la dure réalité du réel qui ne veut pas se plier à notre exigence. Et donc, en fait, c'est pas facile, j'essaye de m'adresser aussi aux jeunes qui sont dans la salle. C'est pas si facile d'être sociologue, de vendre une intervention sociologique aujourd'hui. Parce que, je vais poser la question comme ça sur ma petite diapo. Finalement, pourquoi un décideur ferait appel à un sociologue, une sociologue, plutôt qu'un cabinet de consulting classique? Le cabinet de consulting, il est rassurant, il va faire appel à des slides normés, une méthodologie classique, des livrables, il va respecter pile poil les délais, il va faire appel à des benchmarks, il va trouver des chiffres clés un petit peu qu'on trouve dans la littérature googlesque, il va copier-coller quelques chiffres trouvés sur Internet, et puis ça ne va pas trop déranger, ça ne va pas faire trop de vagues. Et puis aujourd'hui, on est concurrencé par les pratiques de nos collègues dans les sciences cognitives, et puis même maintenant dans l'intelligence artificielle. Vous savez, c'est une course contre la montre, contre la robotisation. Désormais, du travail en col blanc, on est aussi, nous, menacés par cette espèce de fantasme de tout robotiser. Donc, face à cela, c'est vraiment génial que la PSE existe, il faut nous fédérer au maximum, poursuivre le travail dans les masters,
ex-Sciences Po, mais ailleurs, CELSA, Dauphine, CNAM, bien sûr, un peu partout ailleurs. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire d'être en mesure de faire connaître nos approches. Et nos clients, nos décideurs, ils aiment bien se distinguer un petit peu. Et quelqu'un tout à l'heure évoquait le bullshit, non au bullshit management. Je pense que ça sera mon dernier mot, je pense qu'il faut essayer de surfer là-dessus et de dire si vous faites appel à nous, sociologues, vous aurez du no bullshit consulting. Voilà, vous aurez un point de vue no bullshit. Et allez, je termine plus sur l'exemple des espaces partagés, le flex office. Je pense que Pierre va pouvoir rebondir. Vous savez, il y a des taux d'occupation. C'est comme le booking, le surbooking dans un avion. On fait l'hypothèse que si on a 100 employés, eh bien on peut faire un bureau avec 70 places assises, 60 places assises, maintenant 40 places assises, parce que tous et toutes ne seront pas présents en même temps. Donc on a poussé la logique tellement loin que quelqu'un disait c'est un peu absurde, on arrive au travail, on n'est pas sûr d'avoir une place, donc au final on reste chez soi, donc les gens ne se voient plus, donc finalement autant supprimer tous les bureaux. Voilà, donc nous on ne va pas, je pense, rentrer dans la surenchère en disant ah vos collègues, le benchmark dit que c'est 0,5, ah nous on va passer à 0,4 parce qu'on va faire encore plus d'économies sur le mètre carré. Voilà, le sociologue ne va pas rentrer dans la surenchère d'optimisation abstraite. Il va être capable de dire, quelqu'un l'évoquait sur la table précédente, le sociologue va être capable de rendre un rapport qui dérange en disant stop, 0,6, 0,5, c'est trop. Si le but c'est de faire de la cohésion sociale, conserver des mètres carrés pour que les gens puissent se voir, travailler ensemble, créer du lien social et in fine augmenter la cohésion de l'entreprise et la performance. Voilà. Merci beaucoup Charles. Donc après les plats on a donc les autres curateurs, c'est ça? Oui, donc je comprends pour faire la sociologie en entreprise, il faut avancer masqué, et que la sociologie fait peur. Alors effectivement, il y a une raison d'évoquer sur la possibilité de pourquoi la sociologie se fait peur, mais il n'y a peut-être pas que ça aussi. Il faudrait peut-être aussi avoir le courage peut-être parfois de faire la sociologie, et de comprendre pourquoi effectivement les portes sont un peu fermées de l'entreprise. Je constate effectivement souvent. Mais j'avais quand même envie de vous raconter deux petites anecdotes, en fait, pour un peu illustrer ça. Alors, une qui est arrivée hier, c'est-à-dire que hier j'avais un rendez-vous, j'ai quand même loupé un atelier de PSE pour aller à un rendez-vous, donc c'était pas rien. Et je vais dans une des grandes entreprises qui a aujourd'hui 300 000 salariés au siège, avec un superbe accueil, 4 hôtesses pour m'accueillir moi tout seul, il y en a une qui me propose un café, une autre qui prend ma carte d'identité, etc. Et donc je commence à être enregistré, je demande à la personne que je viens voir. Et là, d'un coup, j'observe une scène sociale intéressante. Il y a effectivement une personne qui décroche un téléphone et qui commence effectivement à dire à son collègue, à sa collègue, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et sa collègue répond, je ne suis pas formé. Oui, mais bon, nous non plus, mais on le fait. Oui, mais c'est pas dans mon travail. Et en fait, il y a une espèce effectivement d'animosité qui s'est effectivement mise en place. Et il y a eu rapidement, en fait, les 4, ce drame était vite fait, 3 jeunes entre 20 et 30 ans, puis une personne plutôt très jeune à la retraite qui effectivement considérait que ce n'était pas son travail. Et donc, moi, je reprends mon badge et je vais patienter, et puis j'avais un petit peu d'avance, 5 minutes à l'avance, j'étais à 15h, et puis je commence à faire mes mails, et puis je suis à 15h10, 15h15, 15h20, même si on se rend compte ce que j'ai loupé, je vais peut-être effectivement me rappeler à son gros souvenir, et je reçois un téléphone, je reçois un appel direct de cette personne, qui me dit, en fait, on a pas rendez-vous à 15h, si je vous attends au contrôle depuis 25 minutes. Mais bon, alors après, je passe toutes les complications de vous pouvez monter, les hôtels me disent, non, vous ne pouvez pas, c'est pas la procédure, il faut bien le chercher, je le rappelle, etc. Et voilà. Et en fait, si j'avais été un cadre de cette entreprise, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais probablement passé un coup de fil à quelqu'un des RH, qui va ensuite aller aux achats, qui va piloter effectivement la boîte qui externalise ça, et puis il y a probablement un manager qui serait descendu, et puis qui va dire c'est quoi cette histoire, on n'est pas compte de l'image de marque, c'est inacceptable, peut-être un avertissement, etc.
Et puis effectivement, il y a eu l'approche sociologique qui est probablement quasiment jamais présente dans ce type d'exemple, et qui aurait essayé de comprendre quel est le problème. Pourquoi effectivement la personne à un moment donné se sent atteinte effectivement dans son identité professionnelle à faire une tâche qu'elle considère ne pas devoir faire, et pourquoi effectivement, on va dire l'alliance des plus jeunes, qui elles probablement considèrent que dans leur identité professionnelle, il y a effectivement cette nécessité de répondre à une directive avec leur activité, etc. Et voilà, et donc ça sera probablement la loi managériale qui sera prise pour essayer de résoudre le problème qui ne sera jamais résolu. Et effectivement, quand j'ai vu cette personne sortir, fumer une cigarette juste devant la vitrine, toute tremblante, je me dis, bon, c'est quel dommage, quel dommage. Et voilà, il y a une bonne illustration. Alors moi je revendique quand même l'idée que la sociologie, elle doit être visible. C'est-à-dire qu'elle est puissante, elle va pouvoir effectivement intervenir, et il ne faut pas la visibiliser, au contraire. Je pense qu'il faut, à travers ce type d'exemple, pouvoir montrer toute la puissance, comme tu l'évoquais effectivement, de ce que peut faire la sociologie. Alors ça me permet de rebondir sur une deuxième petite anecdote. Il y a quelques jours aussi, on a remporté effectivement un appel d'offres pour le change management, qui effectivement vise à réunir des équipes de 5 établissements sur un seul, dans une conception de flex office. On va y revenir. Et mon parti pris, effectivement, est d'avoir délibérément annoncé une approche sociologique, parce que la démarche, l'appel d'offres visait surtout en fait à déployer auprès des collaborateurs comment fonctionner dans la flex office. Et nous, on a pris le parti de vouloir effectivement démarrer par la direction, parce qu'en fait, il y a plusieurs hiérarchies qui ne sont pas là, etc. En partant du principe que si on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut déployer, on va la déployer. Donc déjà, première phase, et ensuite, effectivement, avoir un module d'accompagnement sur les managers pour qu'ils comprennent un petit peu tous les traumatismes que l'on va trouver. Parce que s'il y a un sujet dans la sociologie a toute sa place, c'est sur ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire sur l'évolution des bureaux qu'il y a. Je vais revenir un peu, c'est vrai que c'est un sujet qui devient un peu ami, tout le monde en parle, et effectivement il va de son interprétation. Mais en fait, on revient sur ce qui s'est passé, et là c'est un très bon exemple de la mobilisation de la sociologie. Pendant le Covid, il y a eu une situation de crise, donc tout le monde s'est retrouvé à peu près en télétravail, et grosse surprise, effectivement, au terme de 6-7 mois, quelques études ont pu avoir lieu qui ont annoncé des chiffres. Je n'ai pas été vérifier la qualité effectivement des chiffres annoncés, mais qu'on a trouvé à peu près dans les médias, comme quoi il y a eu un gain de productivité, une surprise, un gain de productivité alors que tout le monde était en télétravail. Et à partir de là, ça a signé une espèce de départ en disant on ne reviendra plus au bureau de la même façon. Et donc, les gouvernances d'entreprises, essentiellement d'ailleurs dans le digital international, s'y sont engouffrés, en ayant quand même, c'est pour ça qu'il ne faut pas être aussi caricatural, c'est avec l'idée de dire qu'il faut aussi accompagner l'évolution sociétale, les besoins des individus qui réclament aussi du télétravail, et comment on va s'adapter effectivement à cette façon de faire. Donc il y avait quand même cette image un petit peu d'aller vers quelque chose de plus innovant, plus moderne, de répondre à la demande. On est dans des tensions sur le recrutement, donc si on peut élargir effectivement la zone géographique où on peut recruter, il y a quand même des intérêts. Et puis il y a aussi un intérêt économique qu'il ne faut pas nier, parce que le poste immobilier est le deuxième poste de charge des entreprises après la masse salariale. Et là, effectivement, on s'y ouvrait un peu vite, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a oublié un peu les phénomènes d'open space, dont nous, aujourd'hui, a accepté l'idée que c'était une ineptie. Mais ce qui se passe quand même, c'est que l'élément premier, c'est que les salariés veulent du télétravail. Les salariés veulent du télétravail, et parfois veulent beaucoup de télétravail. Et contrairement un petit peu à ce que j'ai entendu sur les deux témoignages, la problématique des grosses entreprises aujourd'hui, qui sont enfermées, surtout en France, dans des accords juridiques, avec parfois du télétravail qui va jusqu'à 70% annualisable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des individus qui ne vont pas venir pendant 2 mois au bureau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la confiance personnelle a pris le dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se sont adaptés
et aménager leur quotidien, en supprimant parfois une nourrice, une garderie, en disant tiens j'habite Paris, je vais habiter à Avignon parce que je vais toutes les 2 semaines au bureau, etc. Donc c'est avant tout comment dire, le point de départ, c'est la convenance personnelle. Et donc les entreprises, c'est comment elles font pour s'adapter à ça. Et effectivement, est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'on va conserver 100% de bureaux lorsqu'il y a souvent pas grand chose dans les bureaux. Et contrairement aux idées reçues, la problématique des grosses entreprises aujourd'hui, lorsqu'elles ont 300 salariés et qu'elles font 100 bureaux, c'est pas le taux de saturation et de savoir où va s'asseoir, c'est de faire venir les salariés. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une problématique complètement inverse. Moi, aujourd'hui, je visite des bureaux, vous aviez 300 salariés, vous avez 150 conditions de place de travail, et vous n'avez que 40 personnes maximum. Donc on commence à constater effectivement les effets de dégradation de services, qu'on n'explique pas encore bien, mais la sociologie va arriver, mais probablement on va quand même tourner autour de tout le problème de l'informel dans les mécanismes de coordination. On n'a peut-être pas su doser la volumétrie de l'informel dans le passage de l'information, mais il est énorme. Il est énorme. Et s'il n'y a plus d'informel, il n'y a plus que des points programmés par visio, des rendez-vous, etc., ça ne marche plus. Et actuellement, ça ne marche plus. Donc, et donc, je ne sais pas si vous avez constaté, mais depuis quelques jours, depuis la fin du mois d'août, il y a une volée d'articles un peu partout, puisque, grosso modo, il y a surtout les entreprises américaines, grosso modo, ont sifflé la fin de la récré. Tout le monde revient au boulot, ça ne marche pas. Toutes les entreprises, Twitter, Facebook, oui, et Zoom, quand même. On revient. Alors, effectivement, aux États-Unis, on a vraiment plus une possibilité côté management à passer d'un mode à l'autre. En France, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a effectivement des accords, et la problématique, puisque lorsque nous sommes consultés, c'est la problématique, il y a des accords, mais comment faire pour rendre des lieux suffisamment attractifs pour que les gens reviennent, veulent bien revenir, qu'il n'y a plus. Et donc, le flex office, quand même, pour revenir à ça, c'est pas forcément des économies d'espace. Oui, ça, très certainement, mais l'idée, c'est de dire quoi? C'est-à-dire que maintenant que les gens ont du télétravail et veulent absolument garder ce télétravail, s'ils viennent au bureau pour se retrouver à travailler 8 heures sur un petit bureau, un peu coincé entre deux collaborateurs, et faire exactement la même chose qu'à la maison, il n'y a aucun intérêt qu'ils restent chez soi. Donc venir au bureau, c'est faire autre chose. Et c'est là, effectivement, qu'il y a des concepts ABW, Working, qui dit que globalement, il faut que les bureaux de demain soient aménagés pour que l'individu, au fil de la journée, puisse changer d'espace en fonction de la tâche qu'il est en train de faire. Donc le concept est plutôt intéressant, et lorsqu'il est bien fait, c'est super intéressant. Bon, malheureusement, il n'est pas toujours bien fait. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui relève de la tendance, ce qui pour moi d'ailleurs, en gros, la définition du management. Le management, c'est une discipline dans laquelle effectivement on est dans la mode, et je pense que la sociologie doit absolument essayer de pousser ce management pour pouvoir prendre de la place. Donc, et je pense qu'il faut effectivement qu'on s'interroge tous sur comment faire ça, parce que ça serait effectivement quelque chose vraiment de très intéressant pour le bien-être et l'efficacité de l'entreprise. Et c'est vraiment un sujet de réflexion. Mais dans cette mode, dans ce qui se passe actuellement, avec quelque chose qui pourrait être très intéressant si c'est bien construit, la sociologie a toute sa place, parce que tous les sujets sont mobilisés. Depuis 100 ans dans la littérature, on voit à quel point le spatial joue sur le social. Je passe la taille du bureau, la proximité avec le pouvoir, etc. La sociologie s'est largement parlé de ces sujets-là. Et du jour au lendemain, toute la personnalisation et le mécanisme d'appropriation qui se faisait à travers le spatial est remis en cause. Donc, et c'est parfois beaucoup plus traumatisant avec des petits aspects anecdotiques, qui est de dire une personne a une volonté d'avoir 3 écrans, parce que FlexOffice dit aussi clean desk, parce qu'à la fin on a le tout. Il y a aussi d'autres sujets, comme la transition digitale. Si on est dans FlexOffice et qu'on en met ses classeurs, c'est un peu embêtant. Donc il faut effectivement être déjà un peu dans le zéro papier. Voilà, il y a toute une problématique qui touche effectivement l'identité de l'individu, son identité professionnelle, les jeux de pouvoir. C'est aussi intéressant de voir comment ça s'articule, comment ça se passe, comment à un moment donné je fais pour marquer un bureau qui ne doit pas être marqué, mais de faire en sorte que demain, moi qui ai un peu de pouvoir dans l'entreprise, je le retrouve demain.
donc un petit papier laissé, etc. Enfin, voilà. Et donc tous ces sujets-là sont effectivement intéressants. Et effectivement, nous, le parti pris que l'on a, c'est d'essayer de vouloir expliquer tous ces sujets-là aux managers pour qu'ils ne soient pas effectivement dans une tentative de vouloir exercer une influence sur les individus, et de faire en sorte que les individus comprennent, parce qu'il y a un vrai enjeu de société. Parce qu'aujourd'hui, la convenance personnelle prend le pas, mais il y a des vrais risques. Le risque de l'isolement est énorme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un individu va effectivement, par fantasme un peu, décider d'aller travailler dans le Luberon, et qu'en fait, au final, il ne voit plus personne pendant 3 semaines, il y a un vrai risque d'isolement social. Il y a un risque aussi qui est lié à la sédentarité. On est dans une société où aujourd'hui, on atteint 28% de disponibilité, voilà, les gens ne bougent plus, donc ça ne va pas dans le bon sens. Donc il y a déjà des problématiques autour de l'individu pour lesquelles aujourd'hui l'individu n'en a pas conscience. C'est pas son problème c'est qu'on est encore dans la dynamique de la convenance personnelle. Et pour l'entreprise, il y a effectivement un vrai sujet. Comment intégrer des salariés s'il n'y a plus personne, si l'intégration, effectivement, c'est la notion des us et coutumes du groupe d'appartenance. S'il n'y a plus de groupe d'appartenance, en exemple, comment fait-on? Idem pour la socialisation professionnelle. Si c'est de l'incorporation inconsciente pour de l'hypnose, disait Durkheim, comment on va effectivement incorporer s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus d'exemple sous les yeux. Donc il y a tout un tas de phénomènes et de mécanismes sociaux qui peuvent en découler, pour lesquels la sociologie elle a travaillé sur tous ces sujets-là depuis 100 ans. Donc il faut effectivement, à un moment donné, plutôt que de faire venir des consultants pour essayer effectivement de parler de management à travers des acronymes et de termes anglo-saxons, il faut effectivement aller dans la profondeur de ce que peut amener la sociologie, mais en l'expliquant simplement sur les besoins naturels d'un individu à construire son identité professionnelle, parce que ça a une part énorme dans son identité tout court. Et ça, c'est tout à fait légitime. Donc il faut l'expliquer comme ça. Et je pense qu'effectivement, la sociologie, à travers cette évolution, peut avoir une place énorme. Il faut simplement appréhender, pas faire peur au monde de l'entreprise. Et je finirai juste par une petite anecdote, puisqu'en fait, l'appel d'offres qu'on a proposé, dans lequel on a proposé des séminaires de sensibilisation avec des sociologues qui vont intervenir sur qu'est-ce que l'identité professionnelle, c'est quoi la trajectoire, comment ça se passe, c'est quoi les ressources de pouvoir qui vont éventuellement mobiliser ou pas, etc. Au final, on a été retenu et on a répondu, on a trouvé l'approche innovante. En fait, il n'y a rien d'innovant, c'est que de la sociologie déployée. Mais c'est quand même une boîte de 300 000 personnes, avec un comité de 8 personnes qui ont validé tout, et on me dit approche innovante. Pour dire que la sociologie est quand même un peu pénétrée le monde de l'entreprise. Et on a rajouté, je suis adhéré là-dessus, par contre quand même, on va faire intervenir les RH parce qu'on ne voudrait pas que vous voyez la boîte de Pandore. Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage très intéressant. En plus, ça résonne avec plein de choses qui ont été aussi abordées au cours des 3 journées, aussi sur l'atelier, notamment autour du télétravail et des formes hybrides aussi de travail. Donc, ça résonne beaucoup aussi pour les personnes qui ont pu hier visiter aussi le musée du CNAM, le musée des arts et métiers, où justement il y a tout un passage aussi sur cette histoire aussi de cet aller-retour entre finalement le domicile et finalement cet espace de l'usine ou cet espace du bureau et du travail, et comment c'est dans l'histoire aussi des allers-retours aussi permanents qui sont intéressants aussi à réexplorer par rapport à ça. Puis un dernier point qui fera je pense le lien avec la première journée par rapport à ce que tu disais aussi, c'est que un des apports aussi à la sociologie de l'entreprise, la sociologie de manière générale, c'est peut-être de ne pas penser les choses de manière homogène, et que peut-être c'est de réfléchir les particularités et penser une entreprise, c'est des formes d'entreprise extrêmement multiples, c'est des contextes extrêmement différents. La question du flex office, du télétravail, etc., ce sont aussi des pratiques multiples, différentes, et que c'est intéressant de se poser justement des questions plutôt que d'aller chercher directement les solutions, même si on ne va pas forcément se faire des copains avec tous les consultants, certains consultants en tout cas, parce que de la même manière, il y a plein de manières de faire du conseil, et vous en êtes la preuve aussi dans les témoignages.